Bon, je vois que tout le monde a réussi à migrer de l'atelier à la conférence. Merci pour votre assiduité. Je vois que les rangs sont quasiment aussi complets que ce matin. Donc sur cette troisième et dernière conférence, qui sera suivie d'un dernier atelier qui sera animé par Garance, on va essayer de brosser un panorama sans doute pas exhaustif, parce qu'on n'aura vraisemblablement pas le temps, mais en tout cas de vous éclairer sur les facettes les plus importantes de l'assurance vie. Donc pour animer ce débat avec moi, j'ai tout au bout, de l'autre côté, Olivier Santis, qui est directeur général de la MIF, et à côté de moi, Xavier Couratier, qui est directeur technique et financier de Garance. Donc peut-être juste avant de débuter cette discussion, je vous propose de faire un... Prenez plutôt le micro sans fil. Je vous propose de faire une rapide présentation de qui vous êtes et qui vous représentez. Alors, bonjour à tous, je suis Olivier Santis. Donc, la MIF est une structure mutualiste qui a plus de 200 000 sociétaires, qui gère près de 5 milliards d'euros et qui a la particularité d'avoir un fonds euro qui est performant et qui a été reconnu par la presse spécialisée comme de très bonne qualité, avec 2,35 servis l'année dernière. Et ce n'est pas un hasard, dont nous y reviendrons. La clé, c'est les frais de gestion, c'est aussi la gestion financière. Mais nous avons également bâti un contrat multi-support qui a été reconnu par le particulier, puisque 2 ans de suite, votre excellent journal nous a décerné une médaille pour ce contrat multi-support grand public qui associe la solidité et la sécurité du fonds euro à la performance des unités de compte. Voilà notre contrat compte épargne libre avenir multi-support. Merci. Xavier. Oui, alors Xavier Couratier, directeur technique et financier de Garance. Alors Garance, déjà, c'est une mutuelle également. Ça a été créé en 1986 par des artisans et pour des artisans. Ça s'appelait à l'époque MNRA. C'est la première mutuelle de France à commercialiser des contrats Madelin, à l'origine en 1994. Depuis, ça s'est développé sur la prévoyance et l'épargne. Et en 2017, avec le changement de stratégie, MNRA est devenu Garance, a changé de nom et s'est ouvert à tous les publics, aussi bien les professionnels que les particuliers. Sur l'épargne, alors nous n'avons pas encore eu la distinction le particulier, mais on espère bien l'année prochaine. Ça va pas tarder. Mais nous avons commercialisé un produit Garance Épargne en 2016 et nous avons eu 2 fois les Oscars Gestion de Fortune. C'est un produit multi-support avec un excellent fonds en euros. Pour mon confrère, nous avons distribué 3,10 l'année dernière net. Bon, on en est très content. Et puis des supports en unité de compte qui permettent également de diversifier les risques derrière. Merci pour cette présentation. Alors, juste pour terminer avec les victoires de l'assurance vie que vous retrouvez tous les ans dans notre numéro de septembre. Effectivement, nous, on n'étudie que les contrats qui ont au moins 4 ans d'ancienneté. Ceci expliquant peut-être cela. Je vous propose que nous commencions peut-être par parler fiscalité, parce que quand on parle assurance vie, on a envie d'en savoir un peu plus tout de suite sur qu'est-ce que c'est que cette enveloppe fiscale, qu'est-ce qu'elle va apporter comme avantage en matière d'épargne et en matière de transmission, parce que c'est bien 2 fiscalités distinctes. Donc Xavier, vous vouliez commencer par la fiscalité sur les retraits et Olivier, vous ferez la fiscalité sur la transmission, si ça vous va. Oui, donc déjà, l'assurance vie, je pense que vous connaissez un peu, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de prélèvement qui soit fait en cours de vie du contrat, sauf pour le fonds en euros, où il y a des précomptes sociaux qui sont prélevés chaque année, 12,8% avant 8 ans et 8,5% après. Et après, en cas de rachat, que ce soit le fonds en euros ou les unités de compte, il y a 17,2% qui se rajoutent en plus. Voilà, et on peut choisir entre le prélèvement forfaitaire unique et l'impôt sur le revenu, si on a envie. Xavier, alors, sur la transmission... Sur la transmission, c'est très simple. Donc l'assurance vie est une structure qui permet de désigner un bénéficiaire et
Donc c'est une stipulation pour autrui et qui permet de pouvoir éviter les droits de succession, puisque on a donné de son vivant une partie des sommes à travers cette clause bénéficiaire. Donc avec certaines limites, donc jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, et pour les primes versées après 70 ans, le cadre est un peu moins favorable, puisqu'il y a 30 500 € d'abattement sur la succession, tout contrat confondu et tout bénéficiaire confondu. Alors, vous avez peut-être vu dans la presse que certains députés voulaient amender cette fiscalité sur la transmission, éventuellement en l'alourdissant, en abaissant le seuil à 60 ans, le seuil pivot, pour passer de la fiscalité du prélèvement à la fiscalité sur la succession. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui un jour risque d'arriver, qu'on retouche à nouveau à cette fiscalité ? Alors, on peut tout faire, mais il y a vraiment une logique avec la stipulation pour autrui qui consiste à désigner de son vivant quelque chose pour quelqu'un à exonérer. Il y aurait plutôt tendance, avec l'augmentation de l'espérance de vie, à allonger et à augmenter cette barrière de 70 ans. Donc je pense qu'il y a peu de chances, et le gouvernement l'a dit, il y a peu de chances que cette mesure réussisse à prospérer. Donc, est-ce que ça veut dire que pour les prochaines années, on va rester dans un cadre pérenne, en tout cas un cadre fiscal qui va être pérenne, donc on va pouvoir prendre des décisions sur le long terme sans être inquiété par un changement de fiscalité ? Alors, oui, et puis de toute façon, il n'y a pas d'effet rétroactif dans une mesure qui pourrait être reprise. Je pense que les Français et le gouvernement n'ont aucune envie de voir chambouler l'assurance vie. Il y a déjà, c'est quelque chose qui est le placement préféré des Français, à juste titre, pour ses différentes qualités, à la fois du contenant, qui est une enveloppe fiscale, et du contenu qui permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui pèse 40% de l'épargne financière, 1700 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on y touche. Alors, une fois qu'on a parlé du cadre fiscal, on va essayer de rentrer maintenant un petit peu dans le détail. Donc aujourd'hui, vous parliez des 1700 et quelques milliards d'euros qui sont investis dans l'assurance vie. On sait qu'il y a 80% de cette épargne qui est investie dans ce qu'on appelle le fonds en euros. Donc c'est un fonds à capital garanti. Aujourd'hui, il semble un peu attaqué par les assureurs qui ont visiblement envie que cette épargne se déplace vers d'autres unités de compte. Est-ce que ça va être votre position, comme je vous ai sous la main ? Est-ce que la MIF ou Garance, vous allez restreindre l'entrée sur les fonds en euros ou pas ? Alors, chez Garance, pas du tout. Quand nous avons lancé le contrat Garance Épargne, nous souhaitions qu'il y ait la disponibilité totale de l'épargne et de l'investissement sur les fonds en euros possibles. Nous allons continuer dans cette vision-là. Tout simplement parce que pour nous, le rôle d'un assureur, c'est de garantir le capital, comme vous l'avez dit, et le rendement. Alors bien évidemment, on est dans une époque où les marchés financiers, et notamment les obligations, sont assez faibles en taux de rendement sur ce qu'on peut investir. L'OAT 10 ans en France est négatif, à moins de 0,5%. Ça n'empêche pas que l'assureur doit prendre ses responsabilités. Nous, c'est ce qu'on prend pour nos clients et pour nos adhérents. Et donc, c'est notre rôle de garantir cette sécurité et de maximiser le rendement de nos assurés. Donc, on continuera sur cette politique-là sans imposer des investissements sur des unités de compte ou des bonus en fonction de part d'unités de compte pris. Et vous, la MIF ? Nous, comme Garance, on est géré par nos sociétaires qui élisent nos administrateurs, donc ils ne veulent pas un système coercitif. Donc nous allons continuer la même politique consistant à servir le même taux pour tout le monde, quelle que soit l'ancienneté, le pourcentage d'unités de compte, à respecter le devoir de conseil, c'est-à-dire à ne pas imposer un taux d'unité de compte pour quelqu'un qui n'en veut pas. Bien sûr, il faudra qu'on fasse attention parce que quand le fonds en euros, c'est une sorte de baignoire d'eau tiède. Elle a été chaude il y a quelques années, ça se refroidit. Et aujourd'hui, quand on collecte trop, on met de l'eau froide dans cette baignoire.
Donc c'est pas toujours très bon. Donc il faut qu'on surveille qu'il n'y ait pas trop de collecte sur le fonds euro, mais nous allons défendre nos assurés en proposant en proposant les produits qu'ils souhaitent, c'est-à-dire en affectant le pourcentage d'unités de compte qui correspond à leur appétence au risque. C'est ce que nous faisons lors du devoir de conseil préalable à toute souscription. Mais finalement, ce qu'a déclaré Generali et avec les autres assureurs qui ont embrayé directement comme AXA, comme Allianz, comme Predica, et sans doute d'autres à venir, c'est pas finalement une bonne nouvelle pour vous? Ça ne veut pas dire que les gens vont vouloir investir dans vos contrats, avec le risque éventuel qu'on a indiqué, qui serait qu'un afflux massif d'épargne pourrait contribuer à diluer sensiblement le rendement? Alors, non, disons que nous sommes tous dans le même système, c'est-à-dire qu'on est actuellement avec des taux d'investissement négatifs. Donc c'est extrêmement difficile de donner un rendement positif quand l'emprunt d'État allemand ou l'emprunt français sont en territoire négatif, donc on est dans une situation inédite. Et le fonds en euros n'est plus aussi performant qu'avant. Son rendement va baisser sur les années qui viennent, forcément, avec cet état de taux bas. Mais il reste un socle de sécurité sur lequel tout épargnant doit s'appuyer tout en constituant autour de ce fonds euro, avec des unités de compte, un contrat qui sera performant. C'est les unités de compte qui vont assurer la performance du contrat, le fonds en euros assurant la stabilité et la sécurité, mais n'assurera pas sur le long terme la performance. Xavier Couratier, vous avez nécessairement un secret, parce que votre contrat est récent, donc de 2016, et vous arrivez à sortir du 3,10% de rendement sur votre fonds en euros. Ça veut dire que vous avez trouvé la martingale pour sortir des taux aussi importants? Non, on n'est pas des magiciens. Non, en fait, on a un encours qui représente 4,2 milliards d'euros à peu près. Il a été constitué via une gestion actif-passif qui est stable depuis plus de 15 ans, qui nous permet d'avoir une duration très longue, une duration de plus de 12 ans, avec des rendements obligataires qui sont importants. On a une collecte nette, donc positive, ce qu'on réinvestit par rapport à notre fonds en euros qui est assez faible, entre 50 et 100 millions d'euros par an, ce qui nous permet de limiter la dilution de notre portefeuille. Et en dehors de ça, après, il y a nos gérants qui recherchent des sources d'investissement alternatifs, l'immobilier ou autre, pour que ça bénéficie à nos adhérents. Je reprends aussi un des points par rapport à d'autres acteurs du marché, c'est qu'en fait, nous avons un taux de rendement comptable chaque année qui est assez conséquent, puisqu'en fait, on a une base d'obligations qui est conséquente et qui va nous fournir du rendement pendant encore longtemps. Et le parti pris chez Garant, c'est de distribuer le maximum de rendement à nos adhérents, à nos assurés et à nos clients, notamment parce qu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer et parce qu'on arrive à couvrir nos frais. Donc l'année dernière, je ne sais pas si c'est juste, on a fait un taux de rendement sur notre actif général de 3,90% et on a distribué 3,10% net sur Garance Épargne. Est-ce que ça veut dire que l'un comme l'autre, vous continuez à constituer des réserves pour les jours futurs, ou est-ce que vous êtes dans une politique de distribution quasiment intégrale? Alors, nous, on constitue des réserves de façon constante de l'ordre de 3% de PPE, donc de réserve pour booster le fonds en euros. Le but n'est pas d'en faire trop, le but n'est pas d'en faire moins, il est de résister à un choc sur la remontée des taux ou une situation qui s'empirerait au niveau de la rémunération des emprunts d'État. Mais ce qui est important pour nous, pour maintenir la qualité de ce fonds en euros, c'est d'avoir des frais les plus bas possibles. Et nous, notre particularité, c'est de ne pas avoir de frais de commercialisation. Nous n'avons aucun réseau commercial. Tout se fait en vente à distance. Donc du coup, on économise beaucoup de frais de gestion par rapport à nos concurrents de l'ordre de 0,5%. Et puis, nous faisons notre gestion en direct. Nous ne payons pas un gérant financier pour gérer. Et ça nous économise une grande partie encore. Plus une gestion dynamique et opportuniste, gestion financière, nous arrivons à maintenir cette performance sur la durée. Donc si les fonds en euros, c'est plus l'avenir, enfin ceci dit, ça fait quand même quelques années qu'on le dit,
et que normalement tous nos lecteurs le savent, l'avenir c'est de diversifier. Comment est-ce qu'on peut diversifier dans chacun de vos contrats? Est-ce que vous proposez des solutions clés en main? Est-ce que vous proposez des mandats de gestion, par exemple? Comment, surtout, vous arrivez à déterminer, on va dire, l'allocation idéale en fonction des objectifs de chacun? Alors, nous, je reprends un peu pour faire le parallèle. Chez Garance, nous avons un réseau de conseillers mutualistes et d'ingénieurs commerciaux qui vendent ce contrat Garance Épargne en face à face. Je le dis parce que c'est assez conséquent, puisque du coup, il y a un devoir de conseil, mon collègue, mon confrère en a parlé tout à l'heure, un devoir de conseil qui doit être apporté au client. Et ce devoir de conseil doit établir les investissements en fonction de l'appétence au risque. Après, pour ce faire, les personnes qui souhaitent diversifier leur profil et ne pas tout investir sur le fonds en euros, mais utiliser des unités de compte, chez Garance, nous proposons alors déjà des frais identiques, quels que soient les investissements sur le fonds en euros ou sur les unités de compte, des frais de 0,50%. En fait, on ne voit pas pourquoi on augmenterait les frais quand les personnes prennent plus de risques. Donc, c'est des frais égalitaires. Et après, nous avons une gamme de 16 unités de compte. 7 unités de compte qui sont proposées par notre société de gestion et qui est notre filiale à 100% Indépam. 7 unités de compte qui sont des ETF qui répliquent les marchés financiers actuels. Donc le CAC 40, le Standard & Poor's, les Américains, le Dow Jones et autres, qui permettent d'investir sur des régions ou des zones géographiques un peu plus larges. Et ensuite, nous avons 2 unités de compte un peu spécialisées. Une unité de compte ISR bas carbone, qui permet d'investir avec une composante RSE ISR derrière, et puis une UC immobilière. Toutes les unités de compte qui ont été intégrées dans le programme, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, il y en a 16 au final. Elles permettent d'investir sur les différentes classes d'actifs, les différents actifs, que ce soit des obligations, des convertibles, des diversifiés, des pures actions, des zones géographiques différentes. Et elles ont été sélectionnées et présélectionnées par Garance pour permettre en fait d'éviter aux adhérents et aux clients de se perdre dans la flopée des unités de compte. Et je préciserai, et là je rejoins, c'est qu'effectivement pour avoir une bonne performance, il faut que les unités de compte soient le moins chères possible. Et le parti pris qui a été pris chez Garance, c'est de proposer des unités de compte avec des frais internes des unités de compte parmi les plus bas du marché, de l'ordre de 0,30 à 0,60%. Olivier Santis, c'est pareil, vous avez une gamme courte, vous? Alors, on a une gamme courte parce que nous voulons simplifier l'assurance vie. On ne veut pas que ce soit compliqué pour les clients. Donc, en fonction de leur appétence au risque, on va les orienter vers une OPCVM profilée, c'est-à-dire qui est issue de CPR, qui nous la propose. Donc, CPR équilibre, CPR dynamique, CPR prudent, qui correspond bien au profil de l'épargnant. Bien sûr, s'il ne veut pas ce choix, le client est libre de choisir parmi les 15 autres OPCVM que nous proposons et qui correspondent à une gamme étendue et choisie pour leur performance. Mais nous allons évoluer aussi sur cette approche et nous allons transformer ces OPCVM profilés en mandats de gestion qui seront plus transparents et peut-être plus en réponse aux besoins de nos clients l'année prochaine, dès le mois de mars prochain. Nous pensons avoir une gamme en gestion sous mandat. Donc le but, c'est surtout de ne pas obliger les clients à avoir une expertise en matière financière. Il faut qu'ils choisissent une orientation de gestion et ensuite ils nous délèguent cela. Donc la gestion sous mandat ou l'OPCVM profilé correspond bien à cette délégation qui est faite, ne pas avoir à se préoccuper tous les matins de l'investissement que l'on a. On est sur un investissement de long terme et il convient de ne pas procéder à des arbitrages trop fréquents. On est dans quelque chose qui doit porter ses fruits sur une longue période. Donc on a vu un peu la gestion, on a vu le fonds en euros. Après, c'est une question d'horizon de placement ou d'envie de placement. Parce qu'on voit souvent, parmi notamment les courriers qu'on reçoit, les gens se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent avoir intérêt à ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie et quel peut être leur intérêt pour ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. On a évoqué très légèrement ce point-là, notamment compte tenu de la fiscalité de la transmission. Est-ce que vous conseillez à vos clients de souscrire plusieurs contrats et dans quel cadre ?
Bon, moi, effectivement, s'il y a des bénéficiaires qui veulent être différents avec des sommes investies dans les contrats qui peuvent être différents entre les contrats, il y a intérêt effectivement à souscrire plusieurs contrats. Et après, ça peut être aussi s'il y a des horizons de sortie différentes. Peut y avoir des contrats, enfin vous pouvez choisir des contrats qui peuvent être adaptés aux horizons de sortie, par exemple une horizon court terme, moyen terme, long terme, et avec des investissements et des profils d'investissement différents qui permettent justement, si vous voulez récupérer votre épargne, je sais pas, d'ici 4 ans par exemple, de prendre le fonds en euros, et par contre de mettre un autre contrat avec une vision, avec un projet à 10 ans ou 15 ans, d'investir un peu plus sur les unités de compte. Donc effectivement, ça peut avoir du sens. Et en matière de transmission? Et en matière de transmission, il y aura un contrat pour les primes versées avant 70 ans et un contrat pour les primes versées après 70 ans. C'est plus simple, ça a des avantages parce qu'en cas de rachat, comme ça, on sait quelle prime est rachetée et on prélèvera plutôt sur les primes versées après 70 ans. Alors ça, c'est sur le nombre de contrats, mais aussi parfois on reçoit des questions ou des témoignages des gens qui pensent qu'investir dans un contrat d'assurance vie, ça veut dire que leur épargne va être bloquée pendant 8 ans. Alors, on essaie de leur expliquer quand même assez régulièrement que ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous êtes confronté à ce type de réaction? Oui, bien sûr, il y a une idée qui a la vie dure, c'est on ne peut pas racheter avant 8 ans. Bien sûr que si, on peut racheter. Et aujourd'hui, avec le PFU, on rachète même avec un taux de fiscalité totalement normal, c'est-à-dire 30% pendant les 8 premières années. Avant, c'était un peu plus pénalisant. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour avoir de l'assurance vie et aussi un outil très disponible même avant 8 ans. Alors après 8 ans, il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'on peut racheter en exonération d'impôt sur le revenu dans la mesure où on ne dépasse pas le montant des abattements qui sont de 4 600 € pour un célibataire ou le double pour un couple marié et qui représentent, mais c'est des abattements au niveau de la plus-value et pas au niveau du rachat. Au niveau du rachat, on peut avoir 30 000 € et puis avoir moins de 9 200 € de plus-value dans son rachat. Donc on peut aller sur des montants de rachat importants en exonération d'impôt sur le revenu pour les rachats après 8 ans. Donc c'est important de souligner que des rachats partiels programmés peuvent être un excellent moyen d'avoir des revenus au moment de la retraite et de consommer ainsi son capital avec une fiscalité adoucie. Surtout que ça ne coûte pas plus cher d'avoir plusieurs contrats plutôt qu'un seul. Parce que la nature des frais est exactement les mêmes. Absolument, tout est proportionnel. Donc on peut avoir plusieurs contrats. Il faut en avoir aussi un au nom de monsieur, un au nom de madame, en avoir plusieurs dates différentes. Donc il faut pouvoir jongler entre différents contrats et pouvoir racheter en fonction de ce qui est plus sur le contrat qui est le plus favorable pour ce type de rachat. On parle de rachat. Il y a quand même une possibilité qu'on n'a pas encore évoquée dans le cadre de l'assurance vie, c'est la sortie en rente viagère, qui est une faculté qui est offerte par le législateur, mais qui semble assez peu utilisée. Est-ce que même auprès de vos clients, vous avez déjà eu le cas d'un souscripteur qui a voulu sortir en rente viagère? Alors nous, le contrat est récent, comme vous l'avez dit, mais on n'a pas eu le cas. L'option est proposée, l'option est possible. Bon, par contre, on n'a pas eu le cas aujourd'hui. En même temps, ce n'est pas le placement forcément pour sortir en rente viagère. On est bien d'accord. Oui, la rente viagère n'a pas bonne presse. C'est pour ça que les rachats partiels programmés sont une très bonne alternative par rapport à ça. Et il est aujourd'hui très peu courant d'avoir des sorties en rente viagère. Alors, tout ça m'amène vers, tout doucement, vous l'avez compris, vers la transition qui est, depuis le 1er octobre, les plans d'épargne retraite, donc les nouveaux PER viennent de sortir. Et il y a une possibilité qui est offerte par le législateur de transférer toute ou partie de son épargne, de son contrat d'assurance vie, vers un PER. Est-ce que c'est un produit que vous allez proposer maintenant ou plus tard à vos adhérents? Alors, nous, le PER, oui, puisqu'en fait, on a lancé notre produit Garant Sérénité le 1er octobre 2019. Quand la loi Pacte en fait, nous a permis de le faire, qui est un produit justement de retraite, donc un produit tunnel, mais qui a des facultés complémentaires ouvertes par la loi Pacte, notamment la possibilité de récupérer son capital au moment du départ à la retraite ou de choisir une rente. Et puis la possibilité de récupérer son épargne dans la phase de constitution en cas d'achat d'une résidence principale.
Donc oui, on lance ce produit-là, ce produit-là, il est en vente aujourd'hui, il est commercialisé par nos équipes. Après, la loi Pacte, elle autorise effectivement, comme vous le dites, de transférer un contrat d'assurance vie. Alors il y a des spécificités des contrats d'assurance vie de plus de 8 ans. Il faut que la personne soit à plus de 5 ans de l'âge de la retraite vers un contrat d'épargne retraite, justement PER, pour permettre de bénéficier d'une double déduction fiscale. Et en fait, la déduction fiscale de 4 600 € après 8 ans pour une personne seule est doublée. Alors bon, ça c'est la possibilité. Après, quel est l'intérêt? On peut se poser la question. C'est un peu là-dessus que je vous attendais aussi. Du coup, Xavier, est-ce que vous offrez cette possibilité? Alors, nous envisageons bien sûr de proposer un PER individuel, mais nous ne pensons pas qu'il réponde forcément à tous les besoins. Il faut bien comparer. Enfin, on prévoit d'avoir une grande pédagogie pour la commercialisation de ce PER individuel parce que c'est assez complexe. Et nous envisageons de bien proposer la comparaison entre un PER individuel et l'assurance vie. C'est-à-dire que les personnes, avec des simulations à la fois sur le taux de remplacement qu'ils auront au moment de la retraite, le taux d'imposition, la durée qu'ils auront, qu'ils puissent voir quel est le plus intéressant entre un PER individuel et une assurance vie. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, et l'assurance vie garde toujours énormément d'avantages dans cette comparaison. Donc nous allons le proposer, mais nous ne pensons pas que cela vienne empêcher l'assurance vie de continuer à se développer. Autre question, quand on parle de transfert, alors ceci dit, ça tombe mal parce que je ne pense pas que vous soyez concerné, mais la loi Pacte, elle autorise aussi désormais le transfert de son contrat d'assurance vie vers un autre contrat, vers un autre distributeur, à condition que ça soit le même assureur. Je ne pense pas que vous soyez concerné ni l'un ni l'autre. Eh bien si. Si, vous êtes concerné. Alors comment ça va se passer? Oui, parce qu'en fait, on a une gamme de produits, un contrat d'assurance vie, mais qui était monosupport en points, justement libellé en points, l'expérimentalité de rente libellé en points, qui était fait sous couvert assurance vie pour permettre en fait à nos adhérents qui choisissaient un produit Pacte et un produit sous couvert assurance vie de pouvoir récupérer une partie de leur épargne. Donc oui, on en a. Donc il y a la possibilité de transférer ces vieux contrats vers notre nouveau contrat Garance Épargne, contrat multi-support. Après, je rejoins mon confrère, c'est qu'effectivement, il doit y avoir un devoir de conseil qui doit être apporté, puisque cet ancien contrat, bon alors, je vais vous passer la genèse technique, mais il a pu bénéficier de taux d'intérêt technique et donc de taux de revalorisation garantis pendant un certain temps. Et donc le conseil doit être adapté à la personne, doit être individualisé. Et là, nos conseillers mutualistes en fait, vont rencontrer toutes les personnes qui le demandent et qui le souhaitent pour leur expliquer via un outil de simulation quels sont les droits qui ont été acquis, quels sont les droits qu'ils acquerront s'ils changent de contrat et qu'est-ce qu'ils perdent surtout, parce qu'en fait le devoir de conseil doit être renforcé pour que la décision soit prise avec la bonne vision. D'accord. Alors, il faut rappeler que cet amendement a été pris parce qu'il y avait des assureurs, des grands assureurs, qui avaient des taux un peu canons pour les contrats qu'ils commercialisaient, et puis des taux vraiment mauvais pour les contrats qui n'étaient plus commercialisés, avec des écarts de rendement importants. Alors, aucun de nous deux n'a ce type de différence, parce que nous savons le même taux à tous nos assurés. Et donc, ce qui est bien avec cet amendement, c'est que ça force les assureurs à présenter l'ensemble des rendements qu'ils ont sur leur site internet, et puis à se poser des questions sur cette politique qui vise à être négative vis-à-vis des anciens souscripteurs. Donc nous, on n'est pas dans cette problématique de différence de taux, mais il y a des contrats en monosupport qui ont envie de passer en multisupport. Alors ça existait déjà avant, c'était les transferts Fourgousse. Donc en fait, la transférabilité issue de la loi Pacte est un peu le successeur de ce transfert Fourgousse qui le généralise et qui permet de passer vers des contrats plus modernes, plus récents, avec plus d'unités de compte, sans difficulté, grâce à cet amendement. Donc on le propose et actuellement, c'est relativement bien accepté par nos clients. Dernière question avant qu'on passe au jeu des questions-réponses. Si jamais on n'a pas la possibilité de transférer son contrat, parce que justement celui qui nous intéresse
n'est pas assuré par la même compagnie. Est-ce qu'on est coincé définitivement avec son vieux contrat et ses mauvais rendements? Est-ce qu'on doit le fermer? Est-ce qu'on doit le garder? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? C'est quoi vos conseils dans ces Mon conseil, ça dépend de la situation de la personne. Fermer un vieux contrat, ça veut dire en fait s'asseoir sur les 8 années de fiscalité entre guillemets qui ont été acquises et les avantages qui sont derrière. Après, ça dépend vraiment de la situation. Si la personne veut bénéficier de rendements plus avantageux, elle peut en clôturer une partie, bénéficier des avantages fiscaux et remettre sur un autre contrat. Mais ça dépend vraiment de l'épargne individuelle. La bonne solution, c'est pas nécessairement de le faire, mais on peut le conserver, mais éventuellement on ouvrir un autre. Alors, si vous avez plus de 70 ans, on peut rien faire parce qu'on ne peut pas racheter des contrats avec des primes versées avant 70 ans pour les remettre sur un nouveau contrat après 70 ans, ce serait très dommage. Par contre, avant 70 ans, il est intéressant de racheter dans la limite de l'abattement annuel, de racheter son vieux contrat pour repartir sur un nouveau contrat. Si on a besoin de faire des rachats, on puisera sur l'ancien contrat, mais on réalimente un nouveau contrat avec des meilleures conditions. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est une petite gymnastique à faire pour sortir son vieux contrat vers un nouveau. Ce qui nous conforte dans l'idée qu'on peut avoir tout à fait plusieurs contrats d'assurance vie et de gérer les uns indépendamment des autres. On a besoin d'avoir, on est tous multi-bancarisés sans doute, et donc avoir plusieurs contrats d'assurance vie, c'est une bonne gestion, effectivement. Donc voilà, c'était vraiment un tour d'horizon assez succinct. Ceci dit, je pense que vous êtes quand même plutôt assez aguerri avec l'assurance vie. Vous nous lisez, donc normalement on vous en raconte un peu tous les mois. Ceci dit, je pense que vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre de nos intervenants. Donc on va commencer. Voilà, donc il y a monsieur qui va inaugurer la salve de questions. Donc juste au milieu, puis après voilà, puis monsieur qui a. Bonjour messieurs, j'ai 2 questions concernant Garance. Vous n'avez pas une grande ancienneté. Or, dans les dernières années, par rapport à d'autres, tout est relatif, bien entendu. Une trentaine d'années d'ancienneté quand même. Et je suis effectivement admiratif du taux que vous annoncez. Est-ce qu'il est la résultante de réserves prudentes dans les 30 dernières années? Ou est-ce que finalement, il va y avoir une forme d'épuisement comme tous les assureurs connaissent à aujourd'hui? Alors, je vais répondre suivant 2 facettes. Déjà, l'actif général, comme je disais, il est constitué depuis une quinzaine d'années. Notre actif, réellement, il a été constitué en 2006. Il est constitué, comme j'ai dit tout à l'heure un peu, mais sur une approche, une gestion actif-passif de long terme, puisque notre métier de base, notre cœur de métier, c'est l'épargne retraite. Donc, c'est des engagements très longs. Et donc avec une duration très longue. Ça, c'est notre actif général aujourd'hui. Ensuite, la construction de cet actif général fait qu'en fait, on a, alors, je vais le dire comme vous dites, un trésor de guerre d'obligations anciennes et autres qui nous permettent d'assurer un rendement récurrent de, grosso modo, 2,5% par an pendant 12 ans. Je vais vous dire ça comme ça, avant les réinvestissements et autres qu'on fait sur le marché. Ce qui nous permet d'être serein sur l'avenir. Et ce qui nous permet d'assurer une sécurité du rendement relative, j'entends, sur les années qui viennent. Par contre, et c'est là où je rejoins les autres assureurs, c'est qu'en fait, ce rendement, il ne sera pas stable, parce qu'au fur et à mesure, le rendement va baisser petit à petit. Et après, c'est là où intervient la collecte nette, et donc tous les afflux de capitaux que vous mettez dans la société, et en fonction de la capacité qu'on a à réinvestir, il va plus ou moins diminuer vite. Alors, et après, ma dernière réponse, c'est avant d'attendre le niveau des assureurs, je vais dire bancaires, comme ça je froisse personne dans la salle, enfin pas vous, parce que vous avez un beau taux, mais aussi, mais les assureurs bancaires qui sortent du 1,5 ou du 1,6, on a une vingtaine d'années devant nous. Voilà. Et la deuxième question concerne les 2 intervenants. Est-ce que pour vos 2 compagnies, c'est effectivement un moyen de contourner le côté restrictif du fonds de garantie et de résolution
en multipliant, si vous voulez, le nombre d'intervenants et en ayant à nouveau un assureur. C'est-à-dire que cette garantie viendrait compléter les contrats traditionnels et ne serait pas inclus dans les contrats à montant minimum avec des fonds qui couvriraient à 5% si on a une banqueroute. Ça viendra bien en supplément. Vous ne faites pas partie du lot des autres. Alors, là, on parle de la solvabilité des assureurs. La solvabilité du fonds de garantie. Alors, puisque vous n'êtes pas à Cardiff, vous n'êtes pas à Predica, vous n'êtes pas à Mundi, donc vous vous rajoutez bien dans l'échiquier. Chacun a sa propre banqueroute, si on peut dire, et donc ses propres garanties qui fonctionnent. Mais ce qui est important, c'est de comparer la solvabilité des assureurs. Nous avons, les assureurs publient leur ratio de solvabilité. Donc, nous, avec 240%, nous avons 2,4 fois le niveau de solvabilité suffisant. Et nous avons 155 ans, donc nous avons déjà vécu. Et nous savons que nous pouvons faire face à nos engagements à ce niveau-là. Donc effectivement, nous sommes une... Alors, je ne sais pas si on est plus solide que d'autres, mais nous sommes en tout cas gage de solidité pour nos sociétaires. Monsieur ? Bon, oui, bonsoir. Donc, moi, je vais revenir sur la dernière question, monsieur Durand-Bazin, qu'il a abordée, la question de transférabilité. Donc, et comme vous avez dit aussi, vous savez, monsieur Santis, tout à l'heure, vous avez dit quand on y touche, qu'on fasse attention. Moi, je demande en France, avec d'autres, qu'on aborde sérieusement la question de transférabilité externe. Donc, je vais expliquer par rapport à quel contrat. Je vois le vôtre, et quand je vois, vous savez, l'UC monétaire que vous avez à l'intérieur, vous devez être basé, à mon avis, sur l'indice EONIA, qui, à partir de 2008, qui s'est passé la crise, moi, quand on est dans des vieux contrats sans fonds euros, qui avaient une seule UC monétaire et quelques autres, qui permettent de tenir le contrat, celle-ci est tombée par rapport au rendement de l'EONIA. Et à partir de ce moment-là, la seule porte de sortie, c'était soit d'installer un fonds euro dans le contrat, soit de le transférer, ce qu'on refusait, Bercy. Alors, je vais répondre sur la partie que je oui, mais comme le monsieur aussi précédemment à moi aussi, il a dit, il est impossible aussi, à un moment donné, d'avoir plusieurs contrats dans la même compagnie, je veux dire, parce que le FGDR, nous sommes toujours à 70 000. Alors, bien sûr, comme dans une banque, si vous avez 10 contrats d'assurance, la garantie joue pour la somme de vos 10, 10 bons comptes bancaires ou 10 assurances. Donc tout ça, c'est effectivement, ça s'additionne au sein d'un même assureur. Ce qui est important, c'est sur la transférabilité, c'est si vous voulez pousser cette idée, c'est d'aller voir votre député. Parce que moi, je ne vote pas à l'Assemblée nationale. Mais les députés refusent. Les députés refusent. Ça, il faut le savoir aussi. Je ne peux pas en dire plus. Il n'y a pas de dialogue avec les parlementaires. Moi, je vais vous dire, tout simplement, c'est M. Joël Giraud, admettons, qui a essayé, mais il a refusé, donc il n'a aucun argument. Moi, je suis donc avec un dossier. Mais au Sénat, le 31 janvier 2019, nous avons des sénateurs, on va dire, de 3 penchants politiques qui ont essayé avec le transfert externe. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ne sont pas avec les arguments. Ils n'ont pas de dossier, ils n'ont pas Bercy, ils n'ont pas toutes ces choses. Mais je pense qu'il n'y a pas de parlementaires dans la salle qui pourraient... Non, justement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on voudrait bien aussi qu'on ait des parlementaires qui soient là, comme M. Jean-Noël Barrot, qui, la semaine dernière, comme vous l'avez dit au début, c'est lui qui a essayé, on va dire, avec le MODEM, avec 2 amendements, d'aller retailler un peu ces 4 600 en 9 200 et ces 152 500. Mais moi, j'insiste sérieusement, on va dire, sur la question de transférabilité externe, car un contrat à 4 UC qui n'a pas de fonds euros, qui a 20 années dans le ventre, on va dire ce contrat, qui est sur une fiscalité qui n'est même pas de 7,5, à un moment donné, ce contrat, sa seule porte de sortie, c'est ce transfert externe, et il n'y en a pas des tonnes sur les 1740 milliards. On est entre 5 et 10 milliards, et on ne met pas en faillite la France, ni l'assurance vie. Et ça, monsieur Jérôme de Deillan, vous savez, de RS Group, lui, il ne fait pas d'assurance vie, mais il a appelé ses contrats
enfermés et massacrés, ce qu'on laisse faire depuis une dizaine d'années dans notre pays. Juste pour répondre aussi sur ce point-là, puis après on va passer la parole à d'autres intervenants. C'est vrai que la problématique du transfert externe, ceci dit, c'est une problématique qui est portée quand même assez régulièrement à l'Assemblée nationale. Alors, je vais pas faire, comment dirais-je, le panégyrique de notre actionnaire principal, parce que vous savez que le particulier appartient au groupe Dassault. Et Olivier Dassault, qui est député, de temps en temps, propose cet amendement. Alors, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 2 ans. Mais il est systématiquement rejeté. Ouais. Monsieur, au fond, bah voilà, vous êtes à côté. Non, bah vous étiez à côté. Bonsoir, j'ai une question. On m'a dit que je pouvais parler. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Ma question, elle porte sur les taux minima garantis. Je voudrais savoir si cette recommandation d'ACPR est une obligation ou une incitation. Et deuxièmement, que faire dans les cas où un contrat arrive à l'échéance? Il est en taux minimum garanti et la compagnie qui est assureur dit « je ne vais pas le prolonger » malgré les conditions générales qui disaient qu'il y avait une prorogation prévue et qu'il y avait aussi des rachats programmés qu'on ne propose pas. Que faire dans ces cas-là? Où est la loi, où est la législation, où il faut s'incliner devant ce que dit la compagnie? Voilà. Alors, déjà, si vous aviez un contrat avec taux minimum garanti qui était multi-annuel, c'est un bon contrat parce qu'aujourd'hui, le taux minimum garanti, il est juste annuel. Enfin, la réglementation ne permet pas d'avoir un taux garanti qui dépasse une année. Après, le taux minimum garanti, il est déterminé, je rentre un peu technique, mais en fonction du taux technique des contrats, taux technique moins des contrats. Et aujourd'hui, avec les taux négatifs, il y a de fortes chances pour que le taux minimum garanti sur les années qui vont venir soit 0. Enfin... Si je reformule, madame, la compagnie s'était engagée jusqu'à une certaine date, et vous vous dites, est-ce que ça ne pourrait pas être au-delà? Mais l'engagement, ça serait un nouvel engagement et donc ce nouvel engagement, il doit être accepté par l'entreprise d'assurance. C'est ça la problématique. Donc l'assureur a tenu ses engagements, mais il ne va pas aller au-delà, si je comprends bien. Monsieur, voilà, qui est juste à côté de vous, mademoiselle, voilà, oui. Et après, on a un monsieur qui est ici, un monsieur qui est ici, et on clôturera la séance pour pouvoir laisser aller au prochain atelier. Oui, merci. Je suis étonné de ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu, après 70 ans, on ne peut plus rien faire. En fait, il y a des contrats qui ont été ouverts avant novembre 91 et sur lesquels il est tout à fait possible de verser, puisqu'il n'y a pas eu de limite d'âge à cette époque-là, et il est tout à fait possible de verser ce qu'on veut ou ce qu'on peut, en bénéficiant de la limite en ce qui concerne la clause bénéficiaire de 152 000 € par bénéficiaire. Et donc, ça montre bien qu'il ne faut jamais fermer un contrat et les garder, puisque les plus anciens sont bien plus avantageux que les récents, puisqu'à chaque réforme, on n'a pas amélioré le système. Je pense que c'est effectivement en fait, le sens de l'intervention de M. Santis quand il disait, enfin, je dis, c'est mieux si vous le dites vous-même, mais quand on ne peut rien faire après 70 ans, c'est aujourd'hui. C'est pas sur les vieux contrats, c'est effectivement d'ouvrir un nouveau contrat après 70 ans alors qu'on avait ouvert un contrat avant 70 ans. C'est peut-être dans ce cas de figure qu'on voulait évoquer les choses. Voilà, monsieur... J'ai une question ici. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Concernant les assurances-vie en unité de compte, donc, dont la somme peut monter et fluctuant, dont les avoirs sont fluctuants par définition pour les unités de compte, je voudrais savoir comment peuvent s'articuler des rachats programmés. Alors, les rachats programmés se font au prorata
des supports. Donc vous pouvez par exemple décider de racheter 1 000 € tous les mois, et ces 1 000 € seront ventilés sur les différents supports au prorata. Donc chaque mois, ça ne sera peut-être pas la même proportion d'unités de compte qui sera rachetée. Voilà, mais vous aurez toujours 1 000 € par mois. Madame ? Oui, bonsoir. J'ai une assurance vie depuis 1975 lors de mon embauchage à la MIF. Bravo. Donc, ah oui. Alors là, j'ai 68 ans. Ça paraît pas, mais je les ai. Et là, j'ai l'assurance que j'ai. Comme je rejoins le monsieur là, je ne sais pas si on est collègue ou pas, eh ben, c'est la même chose. Mais moi, le truc qu'il y a, c'est que j'ai pris chaque anniversaire de majorer de 10%. Et ça fonctionne très bien, je ne vais pas me plaindre. Il existe encore, il n'existe pas, mais ça roule. Moi, je ne vais pas me plaindre, je ne change pas de toute façon. Et comme j'ai depuis Mathusalem, ça continue, je n'ai pas mis une date de truc, voilà. Comme quoi, quand on a un bon produit, on n'a aucune raison d'en changer. Voilà, avec un bon produit, il faut le garder et ne pas, puis je ne me plains pas le racheter. Vous avez raison, monsieur. Quand on a un bon produit, il faut le conserver. Il reste monsieur juste derrière, et puis après, on va clôturer ce débat. Vous n'avez pas parlé des contrats d'assurance vie qui sont sur 2 noms, celui de monsieur et madame, avec comme bénéficiaires les enfants. Et en fait, d'après ce que je pense, ça permet d'éviter 2 fois l'imposition au décès du premier conjoint, puis au décès du second. C'est toujours vrai, ça ? Absolument, oui, tout à fait, je confirme. Donc les co-souscriptions avec dénouement au 2e décès pour un couple marié selon le régime de la communauté est une bonne solution pour optimiser son contrat. Alors, il y a encore des questions dans la salle, on ne pourra pas les prendre, mais rassurez-vous, vous pouvez aller poser toutes vos questions directement sur les stands qui sont encore ouverts de la MIF, de Garance, voire de nos autres intervenants. Il faut qu'on libère cette conférence, car il y a un autre atelier qui va se tenir maintenant dans 10 minutes, animé par Garance, et qui va vous décrypter tous les frais d'un contrat d'assurance vie. Écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre activité, et puis pour ma part, on se donnera rendez-vous dans 1 an, peut-être ici, peut-être dans un autre lieu. Voilà.